L'os iliaque se trouve être un os irrégulier. Donc, l'os iliaque possède encore, un peu comme c'était la situation au niveau de la scapula, plusieurs points qui peuvent être identifiés. Alors, premièrement, sur l'os iliaque, nous pouvons identifier la partie supérieure qui se trouve être la crête iliaque. Et la crête iliaque se terminera avec des épines, donc l'épine iliaque antéro-supérieure, qui est la partie avant, puisque nous avons l'acétabulum ici. Donc, épine iliaque antéro-supérieure, alors qu'en postérieur, nous aurons une épine iliaque postéro-supérieure. Donc, ces deux épines ainsi que la crête iliaque sont des points de palpation que nous pouvons aller chercher. Comme nous venons de le mentionner, au niveau latéral, nous retrouvons l'acétabulum. Donc, l'acétabulum est une cavité qui permet de venir articuler le fémur. Donc, le fémur, la tête fémorale vient s'articuler. On voit que le niveau de congruence est tout de même assez bon, ce qui fait que la hanche est une articulation qui est tout de même très stable et en plus, elle est très fortement renforcée par de nombreux ligaments. Autre point à situer, la tubérosité ischiotique qui se trouve être en postérieur ici de cette façon. Bien évidemment, le pubis également en antérieur, ainsi que la surface articulaire qui est à la partie médiale ici de l'os, en fait, qui servira à venir s'articuler avec le sacrum. Donc, le sacrum peut venir s'articuler avec l'os iliaque de cette façon. Donc, ces articulations sacro-iliaques sont des articulations qui sont tout de même assez stables. Encore une fois, également, dans le corps humain, il y a très peu de mouvements qui vont se faire au niveau de ces articulations. Alors, pour identifier la latéralité de cet os, il faut garder en tête que, premièrement, l'acétabulum est la cavité pour la tête fémorale. Donc, évidemment, l'acétabulum se doit de pointer en latéral, doit pointer vers l'extérieur. Et la partie qui est davantage pointue, la partie pubienne, doit pointer vers l'avant. Alors, dans cette situation, la seule façon que cet os peut être placé correctement, donc la tubérosité, la région pubienne ici pointe vers l'avant, l'acétabulum ici pointe vers la partie latérale pour venir s'articuler avec le fémur. Donc, cet os iliaque se trouve être un os iliaque droite. Le fémur, qui se trouve à être l'os long, dans le fond, le plus grand au niveau du corps. Donc, le fémur possède deux surfaces, une surface proximale très sphérique, évidemment, pour permettre d'aller s'articuler au niveau de l'os iliaque, et une surface distale qui est un peu plus, une forme un peu moins régulière, qui permettra de faire l'articulation au niveau du genou. Donc, au niveau de la partie proximale, nous devons être en mesure d'identifier la tête fémorale qui sert à s'articuler au niveau de l'acétabulum pour l'articulation de la hanche et également le petit trochanter qui a un point d'insertion principalement au niveau des muscles fléchisseurs au niveau de la hanche et le grand trochanter, en fait, qui est une structure, un point de repère qu'on peut palper sur un individu. Au niveau de la partie distale, comme nous l'avons mentionné, une partie un petit peu plus, une forme un peu moins symétrique. Donc, au niveau de la partie distale, nous pouvons retrouver au niveau de chaque côté de l'os les condyles, ainsi qu'une surface qu'on peut voir tout de même assez lisse qui se trouve être la surface articulaire pour la rotule. Donc, si nous retournons en postérieur comme ça, nous allons être en mesure de voir que entre les deux condyles, il y a clairement un sillon, tandis qu'en antérieur, on voit que la surface est beaucoup plus lisse pour permettre l'articulation avec la rotule. Donc, lorsque vient le temps d'identifier la latéralité au niveau de cet os, nous devons garder en tête, premièrement, que la tête fémorale se doit pointer vers la partie médiale, puisqu'évidemment, elle doit aller s'articuler avec l'os iliaque de cette façon, et qu'au niveau de la partie distale, la surface la plus lisse ici, ça doit être la surface antérieure, puisque c'est là que la rotule va venir s'articuler. Alors, si nous prenons en compte ces deux indications, donc la surface articulaire qui se doit être antérieure, ainsi que la tête fémorale qui se doit de pointer vers le médial, et bien dans ce cas, ce fémur se trouve à être un fémur droit. Le tibia est un os long qui se trouve dans la partie médiale de la jambe. Alors, au niveau de la partie proximale du tibia, nous pouvons d'abord observer la tubérosité au niveau tibial qui se trouve à être le point d'insertion pour le muscle quadriceps, un point de palpation qu'on peut aller chercher chez un individu. Et nous voyons également que la partie en fait supérieure au niveau du tibia est très plane. En fait, nous avons ici les plateaux tibiaux.
Alors, les plateaux tibiaux vont servir à venir articuler les condyles au niveau fémoral pour avoir l'articulation du genou. Lorsque nous regardons la partie distale au niveau du tibia, nous pouvons observer un point, encore une fois, de palpation qui se trouve être la malléole tibiale ou malléole médiale. Alors, lorsque vient le temps d'identifier la latéralité d'un os comme le tibia, il faut garder en tête que la tubérosité au niveau tibial est une structure qui ressort en antérieur, puisque évidemment c'est l'insertion au niveau du muscle quadriceps, et la malléole au niveau médial, évidemment, ça doit se situer en médial de la jambe. Donc, la seule façon que cet os peut être placé correctement serait de cette façon, puisque la tubérosité tibiale pointe vers la partie antérieure et la malléole ici pointe vers la partie médiale. Donc, cet os qui serait en médial au niveau de la jambe se trouve à être un tibia droite. La fibula est un os long qu'on retrouve au niveau de la partie latérale de la jambe. Alors, il faut faire attention lorsque nous regardons la fibula, est un os un petit peu difficile à identifier au niveau de la partie proximale et au niveau de la partie distale. Gardons en tête que lorsque nous regardons la partie distale est un peu plus effilée, un peu plus mince, tandis que la partie proximale qu'on peut voir ici est plus trapue. Donc, la partie plus trapue, plus circulaire au niveau proximal et la partie un petit peu plus effilée, plus mince au niveau distal. Alors, si nous retournons au niveau de la partie proximale, qu'est-ce qui peut être identifié? En fait, la partie proximale se trouve être la tête de la fibula. Et nous pouvons voir en fait qu'au niveau de la tête de la fibula, il y a une petite surface, donc la surface articulaire pour le tibia. Alors, le tibia était l'os qui était en médial au niveau de la jambe et la fibula se trouve être en latéral. Et lorsque nous regardons au niveau du tibia, nous pouvons en fait observer qu'il y a une surface articulaire justement pour venir articuler avec la surface articulaire au niveau de la fibula. Donc, de cette façon, donc la fibula vient s'insérer au niveau du tibia. Lorsque nous regardons la partie au niveau distal de la fibula, eh bien, nous pouvons voir en fait toute la partie distale qui se trouve être la malléole fibulaire ou la malléole latérale. Alors, lorsque vient le temps d'identifier la latéralité d'une fibula, et certains points doivent être gardés en tête. Premièrement, comme nous avons mentionné, la partie qui est la plus trapue doit être la partie au niveau supérieur. La surface articulaire qui était pour le tibia, puisque cet os est en latéral, évidemment, cette surface articulaire doit pointer vers le médial pour être en mesure de venir s'articuler avec le tibia. Donc, cette surface articulaire doit pointer de cette façon. Et lorsque nous allons voir la partie distale au niveau de la malléole, nous pouvons observer qu'au niveau de la partie distale, il y a clairement une partie qui est plus droite et une partie qui est davantage au niveau circulaire de cette façon. Donc, la partie circulaire sera la partie qui sera en antérieur. Alors, si je prends ces règles, donc j'ai ma partie plus trapue, ma tête fibulaire qui se trouve être en supérieur, en proximal, j'ai ma surface articulaire qui pointe vers la partie médiale. Et lorsque je regarde un peu si la fibula était placée de cette façon, donc je vois que la partie ici arrondie était davantage en antérieur. Donc, cette fibula se trouve être une fibula droite. Pour les os au niveau du pied, donc nous pouvons d'abord observer qu'il y a deux gros os qui vont servir, on pourrait dire, au niveau de l'articulation de la cheville. Donc, le premier os sur le dessus du pied se trouve à être le talus. Donc, le talus se trouve à être une surface qui sert d'articulation, comme nous pouvons le voir ici, principalement avec le tibia, mais également avec la fibula de cette façon. Alors ensuite, sous le talus, nous avons le calcanéum ou le calcaneus. Par la suite, nous avons l'os naviculaire ici. Les cunéiformes, alors un cunéiforme médial, un cunéiforme intermédiaire et un cunéiforme latéral, ainsi qu'un gros os cubique, donc le cuboïde. Par la suite, nous avons les métatarses, donc les 5 métatarses au niveau du pied comme ça. Et point important, au niveau du 5e métatarse, nous voyons qu'il y a une tubérosité ici, donc la tubérosité du 5e métatarse. Alors, ce point est important puisque c'est un point de palpation au niveau des individus et c'est également le point d'attache des muscles éverseurs, donc des muscles fibulaires. Alors, un peu plus loin, bien évidemment, c'est la même architecture qu'au niveau de la main. Donc, nous nous trouvons à avoir des phalanges. Alors, une phalange proximale, une phalange moyenne et une phalange distale qui est
la même structure au niveau des 4 orteils. Et encore une fois, comme c'était la situation au niveau de la main, le premier orteil se trouve avoir uniquement 2 phalanges, donc une phalange proximale ainsi qu'une phalange distale. Alors, évidemment, dans cette situation, puisque le 5e orteil se situe en latéral comme ça, évidemment, ce pied est un exemple de pied droit. Alors, le sternum est un os plat qui possède de nombreuses parties. Donc, premièrement, nous pouvons séparer le sternum en une partie supérieure qui est le manubrium, en un corps du sternum, ainsi qu'un processus xiphoïde. Donc, au niveau du manubrium, nous voyons que nous avons des surfaces articulaires pour les clavicules. Donc, les clavicules vont venir s'articuler de cette façon de chaque côté. Ensuite, nous pouvons retrouver au niveau du manubrium l'incisure jugulaire, point assez facile à palper sur un individu, et un autre important point qui se trouve à être l'angle sternal. Donc, l'angle sternal, comme nous pouvons le voir sur ce modèle, est exactement à l'endroit où la deuxième côte vient se fixer, ce qui devient en fait un point intéressant puisqu'il s'agit d'un point de palpation, un point de départ en fait pour palper au niveau des côtes. Donc, lorsque nous voulons identifier les côtes sur la palpation d'un individu, la première stratégie initialement consiste à aller retrouver l'incisure jugulaire qui est très facile, à descendre d'à peu près 2 à 2,5 cm pour justement venir sentir cet angle sternal qui lui aussi peut facilement être détecté sur un individu et à ce moment de venir suivre avec nos doigts pour détecter la deuxième côte. Alors à ce moment, nous sommes sûrs que nous sommes sur la deuxième côte et par la suite, eh bien, nous pouvons descendre et compter les différentes côtes de cette façon. Pour ce qui est des côtes, donc les côtes, nous avons peu de structures à identifier sur les côtes, seulement être en mesure de constater qu'au niveau de la partie postérieure de la côte, nous retrouvons la surface articulaire pour la colonne vertébrale et nous retrouvons ici un tubercule. Et au niveau de la partie antérieure, nous voyons que la partie antérieure se termine de façon beaucoup plus abrupte puisque cette partie antérieure, en fait, sert à venir s'articuler avec les cartilages au niveau costal, donc les cartilages qui viendront bien évidemment s'articuler au niveau du sternum en antérieur. Alors, les vertèbres sont des os irréguliers qui existent en 3 modèles, les vertèbres cervicales, lombaires et thoraciques. Alors, sur une vertèbre type, certains items peuvent être retrouvés. Donc, si nous regardons ici une vertèbre au niveau lombaire, alors sur la vertèbre, nous pouvons observer le corps vertébral, le foramen vertébral pour être dans la moelle épinière. Par la suite, nous retrouvons le processus épineux, qui est la partie la plus postérieure, qui peut être facilement palpée sur un individu, les processus transverses, les facettes articulaires. Donc, nous avons 2 facettes articulaires qui se trouvent être en supérieur pour venir s'articuler avec la vertèbre au-dessus et 2 facettes articulaires qui se trouvent être en inférieur pour venir s'articuler avec la vertèbre qui est en dessous. Ensuite, nous avons la partie ici qui se trouve être le pédoncule, donc qui attache sur le corps vertébral la partie arrière de la vertèbre. Et nous avons les lames, donc les lames qui permettent d'attacher, si on peut dire, la partie avant de la vertèbre avec le processus épineux de cette façon. Alors, pour identifier si nous avons une vertèbre lombaire, thoracique ou cervicaux, il faut rechercher quelques points de repère. Donc, les vertèbres au niveau lombaire, en fait, sont caractérisées, comme celle-ci, par un gros corps vertébral massif, ainsi que par un processus épineux qui est tout de même assez massif et qui, principalement, comme nous le voyons sur cette image, pointe surtout vers la partie postérieure, puisque le corps vertébral est la partie antérieure. Donc, on voit que le processus épineux pointe vers la partie postérieure. Si nous prenons en guise de comparaison ici une vertèbre au niveau thoracique, on va prendre une qui est tout de même assez typique. Donc ici, nous avons une vertèbre thoracique. Alors comme on peut voir, premièrement, le corps vertébral est beaucoup plus petit, mais surtout, vous voyez le processus épineux. Tout à l'heure, le processus épineux pointait clairement en postérieur, mais dans cette situation, le processus épineux se trouve à pointer vers la partie inférieure. Donc, cette vertèbre est une vertèbre au niveau thoracique. Et nos dernières vertèbres, donc une vertèbre au niveau cervical. Alors, les vertèbres au niveau cervical ont également une forme tout de même assez différente. Et le point qui est le plus caractéristique, on pourrait dire, de ces vertèbres, qui facilite leur identification, c'est qu'en plus du foramen au niveau vertébral, ces vertèbres possèdent deux autres trous qui se trouvent à être les foramens transversaires.
Donc, les foramen transversaires vont servir à faire passer les importantes artères vertébrales qui serviront à vasculariser certaines parties au niveau de l'encéphale. Donc, le sacrum est un os qui permet de venir asseoir, si on peut dire, toutes les vertèbres. Alors, toutes les vertèbres vont venir s'insérer sur la partie ici au niveau du sacrum. Donc, cette région se trouve à servir à s'articuler avec la dernière vertèbre de la colonne vertébrale, donc la vertèbre L5. Alors, au niveau du sacrum, nous pouvons également observer les deux surfaces articulaires qui sont de chaque côté, qui serviront à s'articuler avec les os iliaques, et les foramen sacraux qui vont servir à faire sortir les nerfs spinaux au niveau sacral. En distal du sacrum, nous pouvons observer notre dernier os, donc l'os coccyx, qui se trouve à être un os formé de la fusion de certaines vertèbres, et en fait qui se trouve être un peu la même situation. Donc le sacrum est un os formé de la fusion de plusieurs vertèbres. Au niveau du crâne, plusieurs os peuvent être identifiés. Alors, tout d'abord, nous avons le mandibule qui vient s'articuler avec l'os maxillaire. Donc, près de l'os maxillaire, nous avons ensuite l'os zygomatique ici, qui vont venir s'articuler avec les os nasaux. Donc, l'os nasal qui se trouve à être de chaque côté. Tout juste à l'arrière de l'os au niveau nasal, nous allons pouvoir retrouver un os dans lequel nous retrouvons une petite cavité qui se trouve à être l'os lacrymal. À l'arrière de l'os lacrymal, nous aurons les os ethmoïdes. Et dans la partie un peu plus médiale de la cavité au niveau de l'orbite de l'œil, nous aurons l'os sphénoïde. Alors, nous avions tout à l'heure, tel que mentionné, l'os zygomatique à cet endroit. L'os zygomatique va également s'articuler avec le gros os frontal. À l'arrière de l'os frontal, nous retrouvons l'os temporal. Sous l'os pariétal. Donc, sous l'os pariétal, nous retrouvons l'os temporal ici. Et évidemment, à la partie postérieure, donc à l'arrière des deux os pariétaux, nous retrouvons l'os occipital. Alors, ce sont les principales os que nous retrouvons au niveau du crâne humain. Donc, nous pouvons également observer, lorsqu'on prend une vue inférieure de cette façon, alors le vomaire qui est l'os qui est ici, ainsi que l'os palatin à cet endroit. Donc, ces os doivent être, vous devez être en mesure d'identifier tous ces os sur le modèle de crâne.